Madame, Monsieur, bonjour. Sur Télé Africa, dans le cadre de votre émission quotidienne Le Métronome, premier numéro de l'année 2023, le retour donc de votre émission dans nos programmes. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau du Métronome de ce jour Dieudonné Milama Mintogo. Il est ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016. Monsieur Milama Mintogo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa pour que nous revenions sur votre adresse à la nation à l'occasion justement des vœux que vous avez présentés aux populations gabonaises. C'est évidemment la tradition. L'occasion a également été choisie, évidemment, pour rester dans la tradition par le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, le 31 décembre dernier, le chef de l'État gabonais qui a adressé ses vœux aux populations gabonaises en faisant un bilan de l'année 2022, en se projetant sur l'année 2023, en mettant en relief un ensemble d'actions qui seront menées sur le terrain par le gouvernement gabonais. Il a annoncé notamment la mise à disposition de plus de 23 000 salles de classe pour améliorer les capacités d'accueil des établissements primaires sur l'ensemble du territoire. Le président de la République du Gabon qui a également manifesté son envie de continuer à travailler pour le développement du Gabon et l'amélioration des conditions d'existence de ses compatriotes. C'est dans cette logique que d'autres acteurs évidemment se sont exprimés, notamment dans le camp de l'opposition gabonaise, la société civile. Et Dieudonné Milama Mintogo, vous avez évidemment saisi l'opportunité, vous aussi, en tant qu'ancien candidat à la présidentielle de 2016, en tant que fin observateur de la vie publique au Gabon, pour adresser vos vœux, mais aller au-delà de la simple adresse de vœux, puisque vous avez dans votre propos énuméré un ensemble d'éléments, de propositions, revenons sur ce qui m'a semblé être l'un des points les plus importants que vous avez mis en relief dans votre adresse. C'est, selon vous, la nécessité de mettre en place une forme de plan Marshall qui a pour objectif de pouvoir organiser un audit général de la gouvernance publique au Gabon. Pourquoi? Vous avez écouté le président de la République. Je crois qu'il a été clair. Il a annoncé un chiffre. Les task force qui se sont occupés de la dette du Gabon ont décelé plus de 1000 milliards de francs CFA voués au détournement. 1000 milliards de francs CFA représentent quoi? Vous savez, aujourd'hui, nous avons un grand programme que la SAG est en train de mettre en place, la Transgabonaise. Les chiffres de la SAG disent, pour faire 1 km de route bitumée, nous avons besoin de 800 millions de francs CFA. Alors, si vous faites un calcul simple, avec 1000 milliards de francs CFA, nous avons pratiquement près de 1300 km de route bitumée. Vous imaginez cela? Quand vous regardez la situation de nos routes, aujourd'hui, les difficultés que les Gabonais ont à circuler et que des personnes se sont organisées à faire évaporer 1000 milliards de francs CFA. Donc à partir de ce moment, je pense que nous ne pouvons faire aucun programme de gouvernement, aucun programme de gouvernance si nous n'arrêtons pas cette question de malgouvernance, cette question de détournement des deniers publics, cette question de l'impunité. Et c'est pour cette raison que je pense qu'avant d'aller à l'avant, le président s'est projeté. Mais on peut se projeter, on peut prendre les moyens, on peut dégager des moyens, mais si ces moyens sont finalement détournés, mal gérés, nous tournerons en rond. Donc le problème du Gabon est là. Pour aller à l'avant, il faut d'abord arrêter ce phénomène de malgouvernance. Dieudonné Milama Mintogo, on parle de corruption, de lutte contre la corruption. Évidemment que cette lutte est bien ancienne, hein, à l'arrivée au pouvoir d'Ali Bongo Ondimba. Déjà dans les années 70, son prédécesseur Albert Bernard Bongo avait
pris le taureau par les cornes, c'est lui qui avait dit que la corruption était un serpent et que l'argent gagné malhonnêtement était un venin. Ensuite, il y a eu la création d'un ensemble d'outils qui devaient permettre normalement au Gabon de pouvoir lutter efficacement contre cette corruption devenue endémique avec les années. Comment expliquer cette situation que malgré justement la création de ces outils-là, comme la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, la Cour des comptes, il y a même un ministère aujourd'hui dédié à la lutte contre la corruption, mais qu'on observe toujours ce genre de prévarication. Je crois que c'est une volonté politique, elle doit être forte. J'avais soutenu le président de la République quand il avait dit que la corruption n'est pas tolérée. Impunité, zéro. Je crois qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là. Il y a plusieurs cadres aujourd'hui de l'administration qui sont en prison pour avoir détourné de fortes sommes d'argent. Il y a eu l'audit, il y a eu la task force. Mais je crois qu'au-delà de constater que certaines personnes ont été indélicates, l'action de justice doit aussi suivre. Si nous constatons simplement qu'il y a eu corruption, qu'il y a eu tentative de corruption, qu'il y a eu détournement, et qu'on laisse les choses en l'état, qu'est-ce qui va décourager ceux qui auront envie de faire la même chose? Est-ce que ça veut dire que vous êtes en train de parler de façon sibylline? Est-ce que ça veut dire que pour vous, par exemple, telle qu'elle existe aujourd'hui, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite est une forme de coquille vide, puisque jusqu'aujourd'hui, on a du mal à faire le lien ou la passerelle entre cette commission, par exemple, le ministère de la Justice. Alors, à quoi elle sert, cette commission? J'en sais rien. Je crois que c'est peut-être le temps pour vous d'appeler le président de la commission ici, pour qu'il s'explique. Depuis que cette commission a été créée, combien de procès ont été intentés? Combien de personnes ont été poursuivies? Quel est le bilan de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite? Il faudrait aussi qu'eux, là, parce qu'ils sont payés par le contribuable gabonais, qu'ils nous expliquent comment on peut dépouiller un pays autant alors qu'on a une commission qui est là, dont la responsabilité est d'empêcher cela. Je crois qu'il faut peut-être réfléchir de façon assez globale pour mettre des véritables instruments, mais aussi la volonté politique. Nous avons eu Mamba, nous avons eu Scorpion. Je crois qu'il faut aller plus loin. Parce qu'après, on commence et on arrête. Et après, les autres poursuivent. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre de perdre de l'argent. Regardez l'état de nos routes. Maintenant, nous avons la question de notre chemin de fer. On va y revenir. Oui, actuellement, les populations du Haut-Ogooué, les populations de l'Ogooué-Lolo vivent un calvaire. J'ai appris que la bouteille de gaz est arrivée, vaut maintenant 10 000 francs CFA. Avec les revenus des Gabonais, je crois qu'il est urgent vraiment que quelque chose se fasse. Alors, Dieudonné Milamba Mintogo, quand vous parlez de plan Marshall, évidemment, ça fait référence au plan Marshall initié au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour permettre à l'Europe et au monde dit libre de pouvoir se reconstruire. Et depuis, cette expression a fait son temps et continue d'ailleurs à être usitée. Comment vous voyez ce plan Marshall, là, selon vous? Vous parlez d'audit général. Comment est-ce que cet audit devait se faire? Il y a deux choses. Il y a deux choses. Je crois que l'audit est clair. C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde comment les différents programmes, projets ont été gérés. Il faut qu'on regarde les dysfonctionnements. Et à la fin de l'audit, il ne suffit pas seulement de dire tel a détourné, mais il faut mettre des mécanismes qui nous permettent de mieux gérer. Vous savez, quand on a commencé avec la Covid, j'avais attiré l'attention. J'avais dit, mettons des personnes qui vont gérer la Covid et à côté, mettons un groupe qui va surveiller au jour le jour cette gestion-là. On ne l'a pas fait. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui s'est passé? On a décrit que plusieurs milliards de francs CFA ont été détournés. C'est pour cette raison, je crois qu'à côté du gouvernement qui gère au quotidien l'argent public, il faut de plus en plus de commissions. Aux États-Unis, la commission d'éthique, qui peut à n'importe quel moment et qui a accès à tous les citoyens, peut saisir et se saisir des dossiers pour pouvoir poursuivre des personnes indélicates en matière de gestion. Vous parlez de commission. Est-ce que selon vous, il faut en créer ou on peut reposer sur des commissions qui existent déjà dans notre Parlement, quand même, qui est bicaméral, l'Assemblée nationale et le Sénat? Est-ce que le Parlement gabonais ne peut pas se saisir de cette réalité-là et emmener le gouvernement justement à pouvoir faire preuve de beaucoup d'orthodoxie dans la gestion des finances publiques? Je crois que le Parlement a des moyens de le faire, mais je crois qu'il faut aussi amener les citoyens et leur donner les moyens de le faire. C'est le but d'une commission. Donc vous voulez indépendante. Une commission d'éthique, c'est-à-dire qui n'est pas
étatique et qui n'est pas indépendante, de la société civile. Parce qu'il faudrait, nous sommes tous contribuables, M. Pambo, quand nous payons les unités EDAN, nous cotisons dans le budget de l'État. Donc chacun, regardez quand vous êtes en boulot dans un magasin, regardez votre facture. Il y a une partie de TVA, il y a plein de taxes que nous payons. Nous sommes des contribuables. Donc je crois que les citoyens doivent aussi contrôler la gestion publique. Et ça, c'est très important. Je pense qu'il n'y a pas plus de commissions. Il faut peut-être en créer et il faut réformer la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. Et surtout une volonté que la justice aussi puisse saisir de certains dossiers pour que ces problèmes-là, que ceux qui gèrent l'argent sachent que l'argent public appartient au peuple et que, comme disait le président Bongo en son époque, que quand on met 10 francs pour la route, que ces 10 francs aillent réellement pour la route. Si on ne le fait pas, nous allons toujours faire des programmes, nous allons toujours faire des projets et nous allons découvrir. Il y a les ministres qui sont en train de parcourir le Gabon. Ils découvrent des éléphants blancs. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question. C'est ce que nous devons éviter. Le président a avancé les chiffres. 23 000 salles de classe. Ça, c'est bien. Mais comment ça va se faire si ceux qui doivent mettre cette politique en place sont mus plutôt par des volontés de détournement? C'est ça le problème. Alors, vous venez de parler justement de ces tournées organisées actuellement par des membres du gouvernement sur l'ensemble du territoire. Il y a évidemment un ensemble des chantiers qui sont aussi réalisés dans le cadre du plan d'accélération de la transformation. Il y a des missions de contrôle qui sont organisées régulièrement. Vous avez souvenir, on a le souvenir de ce qui s'est passé depuis les années 70 avec les fêtes tournantes. Première phase dans les années 70, elles ont été relancées au début des années 2000. Ça a été plusieurs éléphants blancs. On a vu des milliards de francs CFA qui ont été injectés durant ces périodes-là pour un résultat peu probant sur le terrain. Alors, puisqu'on est en train de parler de la lutte contre la corruption et les moyens de contrôle, le président de la République a lancé le fonds d'initiative départementale. Il y a, je crois, 2 milliards par département ou par province. Par province, c'est bien ça. Est-ce que vous êtes inquiet? J'ai toujours dit, ça dépend de comment on veut gérer cela. Je pense que le président a la volonté d'aller en avant. Et il faut organiser cela. 2 milliards par province, moi je vous dirais... L'année d'avant, le président avait promis un fonds d'investissement départemental, je crois que c'est comme ça. Et ça fait 52 milliards plus 18 milliards, ça nous fait 70 milliards. Moi, je crois qu'il est peut-être important de créer un fonds d'appui à l'action locale et de définir exactement ce que ce fonds peut faire. Moi, à sa place, qu'est-ce que je dirais? Je mettrais ce fonds pour financer 3 choses. L'éducation, la santé et la route. Je prends la santé. Quand vous allez dans les villages ou dans des provinces, moi j'étais dans le Olentem, à Bitam, et j'ai eu une de mes collaboratrices malade. On était incapable de lui faire une perfusion. Cette jeune dame a failli perdre sa vie. Il a fallu traverser, aller au Cameroun dans un village, à qui aussi pour pouvoir lui faire une perfusion. Je crois qu'il y a l'urgence. Donc, si nous prenons les 3 domaines, c'est-à-dire la santé, et quand vous arrivez dans certains hôpitaux, il n'y a pas de médecins. Pourquoi? Peut-être que nous n'en formons pas beaucoup, mais ce fonds peut nous permettre peut-être de recruter des médecins au Cameroun. Vous savez, aujourd'hui, j'ai regardé, le Cameroun en forme énormément, mais ce fonds peut permettre, au niveau local, peut-être de recruter des médecins pour les dispensaires et pour les hôpitaux dans les départements éloignés où les Gabonais, on le sait bien, la plupart des médecins gabonais restent à Libreville. Et quand vous arrivez dans les hôpitaux de l'intérieur, c'est pratiquement le désert. Vous n'avez pas d'échographe, vous n'avez pas plein de choses. Donc, je crois qu'il faut bien encadrer ce fonds. Il faut bien encadrer. Si nous prenons ce fonds et qu'on le donne dans la gestion au niveau local, d'ici quelques temps, M. Pambo, nous allons encore parler d'éléphants blancs. Mais est-ce que
ces bonnes initiatives qui sont prises, annoncées par le président de la République, ne se heurtent pas à l'absence de l'application de la loi sur la décentralisation, puisqu'on en parle depuis les années 90, mais le décret d'application de cette loi n'a jamais été pris. Pierre Claver Manganga Moussavou est présenté comme étant le chantre de la provincialisation. Le président de la République a également parlé de développement des territoires. Donc il y a une idée, une certaine idée politique, hein, émise par les politiques en faveur de l'autonomisation plus ou moins des territoires, des provinces, mais dans la pratique, on est encore loin. Est-ce que cette réalité ne se heurte pas à cette... Je ne crois pas que ça se heurte. Quand vous regardez ce que le président a dit, il a dit qu'il y a des conseils régionaux ou provinciaux, c'est-à-dire les élus locaux. Mais le problème n'est pas la loi. Le problème, c'est comment nous gérons ce qui nous est donné. C'est ça le problème. Le problème, c'est la corruption. Le problème, c'est le détournement des deniers publics. On peut faire des lois, on peut mettre des cadres, mais tant qu'on n'a pas encore réglé la question de la gouvernance, on n'aura aucun résultat. C'est pour cette raison que je pense que cette initiative du président doit être encadrée, de telle sorte qu'on sache dans quoi on va mettre cet argent, pour qu'on ne laisse pas une large ouverture à ceux qui seront responsables pour la gestion de cet argent-là. Donc il faut mettre un cadre beaucoup plus restreint, savoir que les 2 milliards que nous allons donner doivent servir dans tel ou tel domaine. Et après, il faut le suivi. Parce qu'après, quand vous avez donné cet argent, ben, personne ne suit. Suivi par qui? Est-ce qu'il faut créer une nouvelle entité, une autre entité? Il y a par exemple le conseil exécutif, le Conseil national du plan d'accélération de la transformation, le CNPAT, qui existe déjà, qui supervise, qui coordonne un ensemble d'actions réalisées sur le terrain, sur l'ensemble du territoire. Faut-il adosser justement la gestion de ces 2 milliards par province au CNPAT? Que faut-il faire exactement? Le Conseil régional peut bien faire le suivi. Il suffit qu'il y ait une volonté politique. Je crois que ceux qui vont... Le Conseil régional, vous dites? Oui, provincial, oui. Voilà. Provincial, oui, mais Dieudonné Milana Mintogo, est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui pour reconnaître qu'il y a, évidemment, sans faire injure à l'intelligence des collectivités locales, mais parfois on entend un certain discours qui pointe l'index sur ces conseils départementaux ou provinciaux, parce qu'on estime que généralement, lorsqu'il y a des élections, ben, on envoie dans ces organisations-là des gens qui n'ont pas forcément le profil, mais parce qu'ils sont du cru. Bon, ben voilà, ce sont des gens parfois qui viennent de certains secteurs d'activité. Vous voyez ce que j'ai envie de dire? Est-ce que vous pensez qu'il y a l'expertise qu'il faut dans ces conseils locaux, départementaux, là, pour pouvoir gérer 2 milliards de francs CFA? Oui, je crois qu'il y en a. Sous la supervision du gouverneur? Je crois qu'il y en a. Moi, je connais des fins administrateurs financiers qui sont présidents des conseils, des enseignants, des médecins. Au fait, je ne peux pas croire que ces personnes qui sont élues à la tête de ces conseils n'aient pas le profil pour gérer cet argent-là. Ils ont le profil. J'en ai rencontré plusieurs. Donc je crois que le problème n'est pas à ce niveau. Peut-être qu'il faudrait que le gouvernement puisse affecter, parce qu'il n'y a pas l'administration locale, qu'il puisse avoir aussi un certain nombre de fonctionnaires qu'on peut détacher pour appuyer les présidents des conseils dans la gestion des fonds. C'est possible de le faire. Alors, la gouvernance, évidemment, est une réalité. Ça fait partie des réformes annoncées, souhaitées par les organismes spécialisés des Nations Unies, dont le PNUD, depuis le début des années 2000, notamment en incitant les gouvernements africains à pouvoir s'arrimer aux standards internationaux en termes de gestion, notamment des politiques publiques. Dieudonné Milama Mintogo, le Gabon, pourquoi on a l'impression de marcher à tâtons par rapport à cette gouvernance de la chose publique? Je crois que c'est plutôt une question de personne. Pourquoi le Rwanda réussit? Pourquoi nous, on ne réussit pas? Il y a un problème. Moi, je ne pense pas que les Gabonais soient incapables. J'ai travaillé beaucoup avec le groupe OLAM dans un certain nombre de projets. Ce sont des Gabonais. Ce sont des Gabonais qui ont fait tous les progrès qui sont dans ces projets. Ce sont des Gabonais qui ont permis que nous devions peut-être champions au niveau du palmier à huile.
qu'on soit champion dans la transformation du bois. Je pense qu'il faut un leadership encore plus fort au niveau du gouvernement pour pouvoir arriver à atteindre les objectifs fixés par le président de la République. Regardez aujourd'hui, je pense que le plus souvent, les projets ne sont pas très bien ficelés. Je peux le dire. Ou bien les ministres travaillent de façon cloisonnée. Aujourd'hui, il y a un grand programme d'adduction d'eau à Libreville. Quand vous remarquerez qu'on est en train de vouloir donner de l'eau. Mais qu'est-ce qu'on fait? On casse la chaussée. Mais si dans le projet, on n'a pas aussi inclus le revêtement de la chaussée, on va régler un problème pour en créer un autre. Donc je crois qu'à ce niveau aussi, la coordination de l'action gouvernementale, il y a des problèmes. Il y a des soucis qui font que chacun essaie de jouer seul. Alors que dans ce type de projet, je pense que le ministère de l'Énergie, le ministère des Travaux publics, même la mairie de Libreville doivent être ensemble, de telle sorte que celui qui veut passer avec ces canalisations, derrière, il y a l'autre qui est là pour revêtir toutes les zones cassées. Regardez Libreville aujourd'hui, c'est difficile de circuler. Alors, nous avons une saison de pluie qui vient de s'achever. Je ne sais pas s'il y a un projet pour boucher ces trous qu'on est en train de créer. Bon, on va bientôt rentrer dans la grande saison de pluie. Quand on va rentrer dans la grande saison de pluie, allez, qu'est-ce qui va se passer? C'est la route qui va se casser. Donc, dans beaucoup de choses comme ça, c'est ça les limites. Regardez l'école du bois de Boué. Pourquoi ça ne démarre pas? On va vous dire que la SG n'a pas suffisamment d'énergie pour faire fonctionner les machines qui doivent faire, que les étudiants vont utiliser dans cette école. On a beau construire de l'école, mais on ne peut pas faire fonctionner cette école parce qu'il y a des gens qui ont oublié que pour faire fonctionner l'école, il faut suffisamment d'énergie qui n'existe pas à Boué. Donc, au niveau, c'est pour ça que je parle de l'audit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde tous ces projets qui sont souvent limités. Le président donne une orientation, les gens s'emballent dans les projets, mais n'étudient pas de fond en comble la faisabilité de chaque projet. Les éléphants blancs naissent de ça. Pourquoi l'école du bois de Boué est un éléphant blanc aujourd'hui? On pourrait terminer le bâtiment, mais comment on va faire fonctionner ça? Alors, Dieudonné Milamami Togo, alors finalement, on a l'impression qu'on est dans une forme de système qui est mis en place. Il y a évidemment la volonté du gouvernement sur les orientations du président de la République à pouvoir trouver des solutions, mettre un terme à ces comportements déviationnistes en termes de mauvaise gestion des finances publiques. On a rappelé évidemment toutes ces opérations qui ont été lancées, dont la dernière Scorpion. Vous-même, vous avez reconnu évidemment qu'il y a des hauts commis de l'État qui sont dans les joies de la prison centrale de Libreville. Est-ce que faut-il davantage renforcer les moyens de coercition? Faut-il davantage faire dans la prévention, dans la sensibilisation pour finalement démanteler cette espèce de toile d'araignée qui s'est tissée parce que c'est quand même un phénomène qui existe depuis des décennies dans notre pays. On a l'impression que le problème est véritablement entier, enraciné. C'est devenu une forme de, j'ai même envie de dire, de culture finalement, la culture du détournement des deniers publics. Je refuse que ça soit une culture. Mais à la pratique, quand on fait le constat... Donc je refuse, c'est-à-dire, je dis, il faut juste mettre en place des conditions pour que ça ne se reproduise plus. On dit ce qu'un idiot peut faire, un autre idiot peut le faire. Je crois que plusieurs pays africains ont pu régler ce problème et nous aussi, nous pouvons régler ce problème. Alors, régler ce problème, ça veut dire quoi? Que l'exemple doit nécessairement et obligatoirement venir du haut. Oui, je crois que le président a tapé du poing sur la table. Mais il faudrait qu'au niveau du gouvernement, ça se suive. Et que des institutions, il faudrait que le Parlement travaille. Il faudrait que les gens aient envie de travailler. Il faudrait que les différentes commissions créées travaillent. Il faudrait écouter ce que la société civile dit. Nous avons vu le COPIL citoyen qui a fait un travail exceptionnel. Ça veut dire qu'il y a des Gabonais qui sont capables d'appuyer le gouvernement, d'appuyer le président de la République dans la mise en place des politiques publiques et de limiter la corruption. Il faut juste que
des mécanismes et la volonté politique sont encore plus fortes. Alors, je reviens sur le Parlement, dont l'Assemblée nationale, qui a trois principales missions, comme on le sait, voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement. Alors, avec un Parlement qui est majoritairement aux couleurs du Parti démocratique gabonais, un gouvernement qui est majoritairement aux couleurs du Parti démocratique gabonais, est-ce que vous pensez que c'est une limite, c'est une faiblesse? Comment expliquer justement qu'au niveau du contrôle de l'action du gouvernement, on a l'impression que l'Assemblée ou le Parlement gabonais traîne des pieds? Je ne pense pas. Je crois que ça pouvait être l'aubaine, hein, c'est-à-dire que le parti au pouvoir doit présenter aux Gabonais un bilan. Donc, ils ont la chance d'avoir le Parlement avec. Donc, normalement, le Parlement doit jouer un rôle important. Le Parlement, c'est d'abord les élus nationaux. Ils ont été élus par les Gabonais. Là-bas, au Parlement, ils représentent les Gabonais. Ils ne représentent pas simplement le PDG. Ils représentent tous les Gabonais. Parce que quand ils vont à Bitam, quand ils vont au Konja, ils sont des Gabonais, élus par des Gabonais, et travaillent pour des populations gabonaises. Je crois que dans le travail qu'ils ont à faire, ils doivent d'abord mettre ce maillot de Gabonais. Parce qu'à la fin de la journée, quand le gouvernement échoue, c'est le PDG qui échoue aussi. Donc, ils doivent jouer leur rôle. Moi, j'ai appris dans des coulisses du dernier congrès que... Vous étiez là-bas? Non, 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 mais j'ai appris des coulisses que les militants du PDG n'ont pas été tendres avec le gouvernement. Ils ont demandé des comptes. Peut-être que ça n'a pas été suffisamment relayé, mais ils ont demandé les comptes au ministre. Donc, ça veut dire que comme tous les Gabonais, ceux qui sont extemporaires PDG, vivent les mêmes conditions que les autres Gabonais. Quand la route est coupée, ce n'est pas pour des Gabonais de tel parti ou de la société civile, c'est pour tous les Gabonais. Quand on a des corps qu'on est obligé de transporter sur la tête, mais on ne regarde pas la carte du parti, c'est tous les Gabonais. Le développement du Gabon nous incombe à nous tous. Donc c'est une question d'orgueil maintenant, que des pays moins nantis que nous font mieux que nous. Et là, je crois que tout le monde peut dire que ça s'arrête là et qu'on avance pour démontrer que nous sommes aussi des êtres humains, que nous avons une conscience, que nous aimons ce pays. Dieudonné Milamba Mintogo, dans votre adresse à la Nation du 31 décembre dernier, vous êtes en train de parler de transport, vous avez mis également le doigt sur l'arrêt du trafic ferroviaire à la suite de cet éboulement entre Ofoué et Boué sur quasiment 1 kilomètre. Il y a urgence aujourd'hui à pouvoir créer une seconde voie ferrée dans notre pays? Je crois que nous avons, c'est pour ça que je parle du plan Marshall, je crois qu'il faut réorganiser la question des infrastructures, aussi bien ferroviaires, de transport, dans tous les sens. Aussi bien la route, la SAG avec le Transgabonais avance. Moi j'ai vu la route, c'est de très bonne qualité. Mais il faut multiplier les programmes, il faut multiplier les projets. Il faut aller vite et bien. Et il faut éviter que l'argent de la route soit détourné. Nous avons un chemin de fer avec une seule voie. Ça a beaucoup de limites parce que ce chemin de fer-là, non seulement c'est pour le transport des personnes, mais aussi le manganèse, le bois, donc c'est une richesse qui rentre dans la confection de notre budget. Je crois que Comilog va prendre un coup, que les ports vont prendre un coup. Et je crains même qu'on arrive à des situations peut-être de chômage technique si la situation venait à perdurer. Donc nous devons repenser totalement la question des infrastructures de transport dans notre pays et y mettre une volonté pour régler ça. Aujourd'hui, nous n'avons pas de compagnie de transport. Nous sommes bloqués. Aller à Franceville aujourd'hui, le billet d'avion coûte combien? Qu'est-ce qui va se passer à Lastrouville? Là, c'est dans ces deux provinces. Mais si la route se coupe en Djolé pour aller dans le Haut-Lentem, les vivres qui viennent du Cameroun, qu'est-ce qu'on va devenir? Depuis longtemps, vous voyez l'axe Ndjolé-Bifoun se dégrade tous les jours. Donc je crois qu'il faut aller et affronter ces problèmes de front. Mais on ne pourra pas les affronter si la plaie et le cancer de la corruption, de la malgouvernance, de l'amateurisme dans la confection des projets, dans leur coordination continue. Alors vous parlez justement donc de ce vaste plan Marshall en mettant un point particulier sur les transports. Vous les avez bien identifiés, transport ferroviaire, transport aérien, transport routier avec évidemment la construction, la réhabilitation de certains axes routiers, donc la route. Selon vous, est-ce qu'il faut
en faire la priorité des priorités. Il y a évidemment que le pays est en construction dans plusieurs secteurs d'activité, mais ne faudrait-il pas faire stop, un arrêt sur ce point que vous soulevez et en faire la priorité, évidemment, des priorités? J'ai travaillé avec les collectivités locales dans le cadre de mes activités de consultant. Il y a eu des collectivités qui ont fait des études, 89 priorités. Priorité numéro 1, la route. Ils vous disent la santé vient même après. Pourquoi? Parce que si vous construisez un dispensaire dans une zone où la route n'arrive pas, vous n'aurez pas d'infirmier. Donc vous allez beau avoir votre dispensaire, personne ne viendra. Si vous développez un projet pour faire l'agriculture dans une zone qui n'est pas desservie par une route, tout ce que les producteurs auront va se dégrader et ils vont se décourager. Donc je crois que la route est une priorité, la priorité des priorités. Il nous faut un objectif clair. Je prends un exemple. On devrait se dire, dans les 5 prochaines années, la question de la route doit être un problème réglé totalement et entièrement. Nous avons les moyens de le faire. Le Gabon est solvable au niveau international. Nous avons encore la possibilité de chercher de l'argent. Et en plus, nous avons assez d'argent dans ce pays. Nous avons des poches d'argent énormes qui peuvent nous permettre, si on converge très bien, de régler la question de la route. Nous pouvons rediscuter la question de la voie ferrée aussi. Nous sommes aujourd'hui bloqués. Et aussi bien pour ceux qui sont dans l'industrie que pour les passagers que nous sommes tous. Donc, là-dessus, il nous faut trouver une solution dans l'urgence. Et je crois que nous pouvons la trouver. Et quand on regarde la question du transport aérien, vous avez vu Air Gabon, nous étions numéro 1 en Afrique centrale, je crois même en Afrique. Nous avons reculé. Si d'autres pays, le Sénégal, le Burkina, la Mauritanie, peuvent arriver à avoir une compagnie nationale, le Rwanda hier, je ne vois pas pourquoi nous serons incapables d'avoir une compagnie nationale. Donc, c'est ces différents piliers, nous devons y réfléchir et donner des résultats très rapidement. Évidemment, puisqu'il y a un besoin réel sur le terrain pour les populations, évidemment, et le gouvernement qui devrait donc apporter des éléments de réponse rapides par rapport à cette situation. Alors, au-delà des questions de la route, vous vous êtes également intéressé aux points relatifs aux efforts fournis par le Gabon et son président dans le domaine du changement climatique, de la préservation de l'environnement. Vous avez adressé un satisfecit aux autorités gabonaises, donc à son président, par rapport à ce leadership-là. C'est une question vitale pour la communauté mondiale. Oui, vitale. Vous savez, le Gabon a pris le leadership. Bon, nous avons... La problématique est là. Le président Bongo a commencé par les parcs nationaux. Ali est allé un peu plus loin. Aujourd'hui, on parle d'à peu près 30% de notre territoire que nous allons peut-être laisser en conservation, c'est-à-dire offrir à l'humanité. Mais nous avons besoin de ressources pour faire les routes. Nous avons besoin de ressources pour faire le chemin de fer. Nous avons besoin de ressources pour faire les écoles, pour construire les hôpitaux, pour payer les salaires, pour payer les fonctionnaires, pour payer la dette sociale, c'est-à-dire les retraites, non seulement les retraités, mais aussi tous les fonctionnaires qui attendent les rappels pour que les étudiants puissent avoir les bourses. Donc, je dis, la communauté internationale doit nous aider. Parce que ce que nous faisons au Gabon, c'est un sacrifice énorme. Regardez le conflit homme-éléphant. Aujourd'hui, on me parle de plus de 100 000 éléphants au Gabon. Nous les gardons. Mais les dégâts occasionnés par les éléphants sont énormes. Mais nous devons conserver les éléphants. Donc le Gabon ne peut pas rester seul à supporter ces efforts-là. Il est important que, c'est pour ça que je pense vraiment d'une économie environnementale ça doit être un pilier. L'économie verte. Une économie vraiment, mais soutenue, parce que ce n'est pas nous. À un moment donné, nous avons des restrictions pour continuer à faire dans l'agro-industrie, parce qu'on nous dit, bon, vous ne pouvez plus faire 100 000 hectares de culture de tel, mais en contrepartie, il faut bien que ceux-là qui polluent nous aident. C'est pour ça que j'ai demandé au président de ne pas se limiter à être le leadership de la conservation, mais d'être aussi, de prendre le leadership de l'économie verte, pour qu'on transforme, c'est-à-dire notre conservation se transforme
en une activité réellement génératrice de revenus pour diverser. Vous êtes en train de parler des crédits carbone que donnait Milan. Mais il faut regarder tous les aspects. Il n'y a pas que les crédits carbone. Je crois qu'il faudrait dans l'ensemble que ça soit une industrie totale qui finance les autres pans de notre économie. Voilà. Alors, le gouvernement a annoncé il y a quelques semaines la commercialisation justement de ces crédits sur le marché international via le Fonds gabonais d'investissement stratégique. Je recevais sur le plateau du métronome quelqu'un que vous connaissez très bien, Nikes Moulombi, qui est le président du RESEVA, qui est un acteur majeur dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique et toutes les questions liées évidemment à la préservation de l'environnement. Pour lui, évidemment, pour Nikes Moulombi et pour certains acteurs de la société civile, il faut nécessairement qu'il y ait de la transparence, évidemment, dans l'utilisation, dans la gestion de ces crédits carbone, dans l'argent que va générer cette économie verte. Quand on parle de bonne gouvernance, je crois que c'est tout ce que le Gabon peut avoir comme ressources, aussi bien minières que nous sommes maintenant dans le domaine de l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut une culture de bonne gouvernance dans tous les domaines. Il faut la transparence. Et après, vous allez voir, nous allons aller très vite de l'avant. Donc, quel que soit le domaine dans lequel on se situe, il faudrait que les ressources soient bien utilisées et que les gens sachent qui fait quoi, combien on a gagné, qu'est-ce qu'on fait avec. C'est simple que ça. Alors, le Gabon, pour rester dans cette logique de transparence, il y a quelques mois, le Gabon également a réintégré l'initiative pour la transparence des industries extractives. Ouais. C'est une bonne chose. Une très bonne chose, parce qu'à un moment donné, on n'y était plus. Je crois que la société civile, le gouvernement fait de gros efforts pour qu'on réintègre cette initiative qui est très importante. Alors, c'est très important, évidemment, pour la communauté internationale, j'ai envie de dire les organismes internationaux, que les pays qui sont notamment pays producteurs de pétrole ou producteurs de matières premières puissent intégrer ce type d'organisation technique-là, évidemment. Mais à la pratique, on se pose toujours des questions. Comment est-ce qu'on peut intégrer ce genre de structures, mais qu'on observe encore qu'il y ait des comportements déviants? Mais il faudrait que... C'est progressif. Au fait, ce sont des outils qui progressivement nous amènent dans une meilleure gouvernance de tout ce qui est dans les industries extractives. Il y a une vision beaucoup plus claire et de plus en plus clair là-dessus. Donc, c'est un appui de la communauté internationale pour nous permettre d'aller de l'avant dans les questions de gouvernance. Gouvernance de gestion orthodoxe des finances en ce qui concerne évidemment des matières premières, pour éviter évidemment pour prendre le contre-pied de ce qu'on a appelé la malédiction de l'or noir. Je crois qu'aujourd'hui, on peut aussi dire que l'or noir n'est pas une malédiction. Ce sont des gens. La Guinée équatoriale l'a utilisé convenablement, la Malaisie l'a utilisé convenablement. Il y a plusieurs pays qui ont bien utilisé l'or noir. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on se drape de ces clichés-là. Sinon, on va se laisser faire. Donc il faut avancer dans la bonne gouvernance, il faut avancer dans la responsabilité, parce que ceux qui gèrent les deniers publics, ceux qui gèrent le pouvoir qui leur est confié, doivent savoir qu'ils le font pour tout le monde. Que c'est une chance pour eux d'être choisis pour travailler pour leur pays et non une chance pour détruire leur pays et pour ne penser qu'à eux-mêmes. Dieudonné Milama Mintogo, pour rester dans le domaine lié à l'environnement, aujourd'hui il y a une problématique à l'échelle mondiale qui est posée par les spécialistes. C'est cette problématique-là qui, en fait, fait des pays africains, notamment le Gabon, des pays en développement et qui font dans la conservation, des pays qui devraient peut-être expérimenter le futur en termes de construction du troisième millénaire. Est-ce que vous êtes d'accord, puisque on est désormais plus ou moins interdit de pouvoir nous développer sur le modèle utilisé par les pays occidentaux, donc les pays industrialisés. On devait aller vers un nouveau modèle de développement. Est-ce que vous êtes d'accord que l'on rentre dans cette révolution-là? Nous ne pouvons pas faire autrement, c'est-à-dire le monde est en train de tomber. Il fait plus chaud aujourd'hui. Vous allez regarder, nous avons des inondations partout, des éboulements. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le réchauffement climatique est une fiction. Nous ne pouvons plus dire ça. Tout le monde subit ça. Nous avons la chance que nos ancêtres
n'ont pas détruit l'environnement. C'est un gain. Et c'est pour cette raison que nous devons négocier avec ceux qui ont détruit l'environnement pour leur dire, d'accord, nous on veut bien cette politique que vous prônez, mais en contrepartie, qu'est-ce que vous mettez sur la table? C'est une question de négociation. Nous n'allons pas nous couper la tête et voir les populations en train de souffrir, parce que c'est des sacrifices que nous faisons. Mais nous le faisons pour l'humanité. Il faudrait que l'humanité pense à nous, pour qu'ensemble, nous ayons des politiques gagnants-gagnants. Ce n'est pas, je ne dis pas, ce n'est pas du sacerdoce, non. C'est du business. Et nous devons nous mettre en face d'eux pour dire, voici nos forêts, nous les conservons, en contrepartie, qu'est-ce que vous nous donnez? Voici la faune. Nous conservons les éléphants. Qu'est-ce que vous mettez ici? Et ce n'est que comme ça qu'on peut développer notre pays. Et c'est que comme ça que le monde peut s'équilibrer. Dieudonné Milama Mintogo, on est en 2023. C'est une année charnière au Gabon, année d'organisation d'élections générales, présidentielles, législatives et locales. Dans son adresse à la nation, Ali Bongo Ondimba a une fois de plus tendu la main à ses adversaires politiques, l'ensemble des acteurs politiques gabonais pour un dialogue, une concertation, j'ai envie de dire. Il y a d'autres acteurs de la société civile et même de l'opposition gabonaise qui appellent également depuis plusieurs mois à l'organisation de ce dialogue-là. Quel est votre point de vue sur cette actualité? Par principe, je suis pour le dialogue. Je crois que c'est par le dialogue que nous avons évolué. Nous étions au dialogue d'Angonje, j'ai participé à ce dialogue, j'ai fait des propositions fortes. Et je crois que nous avons avancé. Aujourd'hui, nous avons une élection de taux. C'est déjà, à mon avis, une avancée très importante. Vous savez, tous les pays où il y a eu des alternances, c'est là où on a eu des élections à deux tours. Sinon, Ouattara n'aurait jamais été président. Je peux citer plusieurs pays comme ça. Donc il y a eu une avancée importante. Le pouvoir a reculé là-dessus. Maintenant, il y a d'autres sujets à regarder. Nous avons la question de la liste électorale. Il faut qu'on dise comment on va la concevoir. Il y a la question des pièces d'état civil. Combien de Gabonais détiennent aujourd'hui la carte d'identité? Je crois que les dernières cartes sont totalement aujourd'hui invalides. Donc, il y a un certain nombre de questions qu'il va falloir traiter. Et j'encourage le président qui a accepté, même quand certaines personnes n'ont pas voulu qu'il accepte, il a accepté de discuter, il a accepté de remettre les Gabonais ensemble pour que, ensemble, c'est ce que je disais. Mais le Gabon, c'est notre bien commun. Nous n'avons pas à le détruire pour des intérêts particuliers. Nous sommes là maintenant. Nous allons laisser ce Gabon. Nous l'avons aussi hérité de nos pères. À nous de le laisser en meilleur état. Les élections doivent être une occasion de destruction du pays. Les élections doivent pas être une occasion de violence. Et c'est pour cette raison que je salue l'initiative du président de la République de faire asseoir tout le monde pour qu'ensemble, on voit qu'est-ce qu'on peut encore améliorer dans notre système électoral. Le CGE a été négocié lors du dialogue d'Angonje, mais non, le président du CGE est élu à parité majorité opposition. C'est déjà quelque chose de très, très important. Il va falloir que petit à petit, nous peaufinions, nous continuions avec les dialogues à améliorer notre système électoral. Alors, il y a deux points de vue qui s'opposent par rapport à l'organisation de ce type de rencontres, de dialogues. Évidemment, le Gabon a une culture éprouvée en matière d'organisation de dialogue depuis le retour du multipartisme dans notre pays en 1990, les accords de Paris, les accords d'Arambo, vous avez parlé des accords d'Angonje, le dialogue d'Angonje, il y a un énième dialogue qui va donc voir le jour. Donc il y a deux points de vue qui s'opposent, qui sont aux antipodes, entre ceux qui estiment qu'on a peut-être trop, on a accordé trop de temps à parler des choses politiques, et ceux qui pensent qu'il faudrait peut-être mettre au cœur de ce dialogue les questions d'ordre social. Je crois que là, le dialogue est très très clair. On va discuter des élections, de futures élections. Mais le dialogue social, je ne pense pas que
Le dialogue social est proche de votre plan Marshall. Voilà, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, le gouvernement sait. Le président dit qu'il va s'occuper. Donc je crois que le gouvernement est capable de régler les problèmes économiques et les problèmes sociaux sans pour autant qu'on vienne dialoguer là-dessus. Parce que qu'est-ce que ça fait de faire la route, de refaire la voie ferroviaire, de réouvrir les différents aéroports ou bien pistes d'atterrissage au niveau de l'intérieur du pays, de se doter d'une compagnie d'aviation, de mieux gérer l'argent du pétrole, de mieux gérer l'argent issu du bois, de mieux gérer la question des crédits carbone. Le gouvernement peut le faire. Mais je crois que nous sommes des Gabonais, nous sommes des Africains. Le corps de garde, c'est le lieu du dialogue. Il n'y a jamais eu de dialogue de trop. À chaque fois qu'on peut s'asseoir pour régler un problème, j'applaudirais. Parce que nous devons à chaque fois essayer de diminuer nos divergences et augmenter la phase de nos convergences. C'est ce qui est important. Il est important, je crois qu'en 2023, qu'au soir de l'élection présidentielle, on proclame telle personne est élue et que nous tous on dit il a été élu sans que nous ayons de la casse, sans que les jeunes nous donnent leur vie, sans que nous rentrons dans des intrigues. Jusqu'à présent, Dieu nous a préservé du chaos. On ne sait jamais. Donc, pour vous, ce dialogue-là a pour objectif de parfaire le processus électoral au Gabon. Oui, l'améliorer. Je crois que la perfection n'existe pas. Seulement les Américains, lors des dernières élections, parlaient encore de leur système électoral. Je crois qu'au fur et à mesure, nous bâtissons une démocratie et nous ne pouvons bâtir cette démocratie que par le dialogue. C'est ça que nous avons choisi. Mais on est en 2023, je crois que la loi interdit à ce qu'il y ait une modification justement de processus électoral en pleine année électorale. Mais il y a un consensus politique, je crois que le consensus politique peut être au-dessus de la loi. Et après, on peut repousser cette élection. Je crois que mieux vaut bien faire que aller vite et mal faire. Donc je crois que si la classe politique se réunit et qu'on tombe d'accord sur des choses et que la loi nous interdit de faire des élections dans 6 mois, qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans 9 mois? Au niveau des législatives, nous avons reporté des élections législatives. Là, on a fonctionné un moment sans l'Assemblée nationale. Donc je crois qu'il y a une possibilité peut-être de repousser l'élection. Et ça, c'est une entente entre différents acteurs politiques, la société civile et tout le monde, pour dire, bon, nous avons déjà le recensement de la population à faire. Je crois qu'on doit le faire. Nous avons la liste électorale à refaire. Nous avons des audiences foraines. Moi, je crois qu'il faut... Il y a des Gabonais qui n'ont pas d'acte de naissance et qui ont 20 ans, 21, 22 ans. Il faudrait trouver des solutions pour que ces gens-là puissent avoir leurs actes de naissance. Les cas d'identité, nous devons les faire. La biométrie, elle n'est pas totale. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interconnexion. C'est-à-dire, quand vous votez habitant, personne ne sait si vous avez voté. Donc, il y a plein de choses à regarder au niveau du processus électoral. Ça dépend de qu'est-ce qu'on va décider de faire. Et le chronogramme peut peut-être nous amener à dire, ben écoutez, on va bien faire, mais repoussons l'élection de 6 mois. Ça peut être un consensus politique. Dieudonné Menamamine Togo, vous étiez candidat en 2016 lors de l'élection présidentielle. Serez-vous candidat cette année? Ce n'est pas le moment de parler de ça. Je crois que nous avons... En janvier, l'élection, c'est dans quelques mois. Oui, mais on a le temps de parler de ça. Je suis en train de vous dire que, paf, on a tout un processus à améliorer. Et on a un pays totalement en lambeaux, comme nous venons de le voir sur des infrastructures, sur l'économie, sur un certain nombre de choses. Donc il y a des sujets aujourd'hui qui sont plus importants que de se déclarer candidat à une élection présidentielle. Le moment venu, je donnerai ma position par rapport aux élections présidentielles. Votre mot de fin, on est arrivé quasiment au terme de ce nouveau numéro de l'émission Le Métronome. Quel peut être le mot de fin de Dieudonné Menamamine Togo? Je vous remercie de m'avoir invité. J'ai écouté le président de la République. C'est une occasion pour lui, Monsieur le Président. Les Gabonais souffrent réellement. Les questions d'éducation, les questions de santé, les questions d'infrastructure sont vraiment au cœur, et même des questions sociales. Je pense que le président de la République, je me souviens, quand il était ministre de la Défense, a réussi sur 3 axes. Le génie militaire, la santé militaire, le prytanée militaire dans l'éducation. J'étais surpris que pendant 14 ans, ceux qui l'entourent ne lui ont pas demandé d'étendre ces réussites qui se concentrent à Libreville à l'intérieur du pays. Je pense qu'il est peut-être temps qu'il réfléchisse
à créer des hôpitaux militaires à l'intérieur du pays pour essayer d'atténuer la question du manque et d'absence d'accès aux soins de bonne qualité. Il est important que dans chaque province, on puisse avoir un hôpital militaire. Ils l'ont fait ici, et je crois que si on pouvait mettre des hôpitaux à l'intérieur du pays, des hôpitaux gérés par l'armée, ça va nous aider énormément. La même chose, je pense que le Prytanée militaire est une réussite. Au moment où l'éducation est en train de chuter, il sera bon que dans chaque province, on puisse en installer un établissement de ce standing géré par l'armée. C'est comme je pense aussi que le génie militaire ne doit pas se limiter à Libreville. Nous avons des ingénieurs compétents. Au moment où nous voulons accompagner le développement local, au moment où nous avons un manque criard de cadres à l'intérieur, il sera bien que le génie militaire aussi soit décentralisé, qu'on puisse avoir des unités de génie militaire dans chacune des provinces pour appuyer le gouvernement. Il a réussi à le faire en tant que ministre de la Défense. Il ne doit pas s'empêcher de le faire en plus grand. Donc, peut être des mesures urgentes qui peuvent permettre de régler très rapidement un certain nombre de problèmes. Et je crois aussi qu'il est important de penser non seulement à tous ces retraités, il a dit qu'il veut penser à eux, mais aussi à tous ces fonctionnaires qui meurent sans pouvoir toucher à leur rappel. Dieudonné Milama Mintogo, vous n'êtes pas encore candidat. Vous aurez l'occasion évidemment d'y revenir dans le menu détail sur vos propositions. Merci. C'est une interpellation. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa pour votre participation à notre émission. Ainsi se referme le métronome. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur votre chaîne.